Bienvenue à tout le monde. On attend que tout le monde puisse choisir son canal de langue. Et pendant ce temps, euh, les personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous pouvez déjà donc accéder à l'interprétation en regardant donc en bas de votre écran, vous allez voir le globe et vous pourriez choisir français ou anglais. Et si vous ne voulez pas entendre l'audio original, c'est-à-dire entendre ma voix en sourdine, vous recliquez dessus et vous fermez l'audio original. On va encore attendre juste quelques instants avant de démarrer parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à écouter, très intéressantes à écouter. Donc, on va juste s'accorder une minute supplémentaire. Alors, bienvenue. Nous sommes donc au cinquième webinaire de la série. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà participé aux autres sessions. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la fourniture des services d'assainissement en milieu urbain. Je suis donc Laura Kohler et je vais diriger cette session. Avant de commencer, donc, il y a quelques règles de base à observer. Je suis sûre que vous les connaissez déjà. La première chose, c'est qu'on a l'interprétation en français et en anglais. Donc, si vous voulez choisir votre canal de langue, vous cliquez en bas de l'écran et vous choisissez votre langue préférée et vous cliquez sur fermer l'audio original. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et en attendant donc la fin de la session, vers la fin de la session, on aura donc un créneau pour aborder les questions et réponses. Et vous pouvez aussi utiliser le chat pour signaler si vous avez un problème. Et il y aura donc des collègues disponibles pour vous assister. Et bien sûr, nous allons mettre tout ça sur la page web de Susanna. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un cadrage avant de passer aux présentations. Il y a deux présentateurs, l'un du Sénégal et l'autre de Bangladesh, qui vont nous dire ce que cela implique que de mettre en œuvre, en application, donc le cadre d'assainissement en milieu urbain. Mais avant d'aller à ce point, je voudrais vous donner donc un historique de d'où tout cela a commencé. Le cadre initial, euh, on l'a testé pendant le Forum de l'assainissement au Népal et c'est dirigé par l'UNICEF, l'OMS et WaterAid, ainsi que d'autres partenaires du secteur. Et cela donc avait rassemblé des délégués des pays, donc différents pays, pour pouvoir parler donc du cadre donc de l'assainissement en milieu urbain, ainsi que les contextes et les défis. Et on a abouti justement à ce cadre-là à la fin du sommet. Et après donc cet événement d'apprentissage, et donc euh, et en fait, après cela, on s'est dit qu'il est bon qu'on puisse ouvrir cela au secteur pour un apprentissage entre pairs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je vais, euh, les informations que vous allez voir tout à l'heure sont disponibles sur la page web. Et donc, voici la raison pour laquelle nous sommes là. Et vous aurez aussi accès aux autres enregistrements qui seront disponibles sur la page web de Susanna.
Alors, pourquoi ces étapes pour l'assainissement géré en toute sécurité? Parce que nous savons que cela va nous aider donc à démystifier, à aider donc à travers ces outils. Et on sait qu'il y a toujours des lacunes sur la compréhension de l'assainissement géré en toute sécurité ainsi que l'assainissement résilient au climat. Et comment est-ce que aussi on peut euh, assister nos équipes de pays à travailler donc au niveau national et sous-national pour aider en fait le renforcement des systèmes, l'approche du renforcement des systèmes qui sont dirigés par les gouvernements. Et bien sûr, on veut aussi s'assurer que les activités sont complémentaires et alignées, donc et en cohérence entre tous les partenaires et acteurs du secteur. Et dans le graphique affiché ici, est disponible sur la page et vous pouvez aussi accéder dans les enregistrements des sessions passées. Et je pense que ce qui est important ici, c'est que la plupart de ces étapes précédentes sont pertinentes dans le contexte urbain. On a ajouté les services, euh, les, les régulations en matière de politique pour nous aider à accélérer dans le contexte urbain. Cela dit, je vais passer la parole à, à notre présentateur de cadrage, qui est Longuet, qui est responsable du partenariat avec les entreprises chez WhatsApp. Donc, Longuet, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Laura. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Lungi, je travaille chez WhatsApp et je suis basée dans le bureau donc, de la région Afrique du Sud à Pretoria. Et je suis donc chargée de faire cette présentation pour la session de ce matin. Et nous savons que la population urbaine a rapidement grandi et les données de 2023 sont estimées à plus de 4,5 milliards de personnes qui vivent en milieu urbain. Et cela se caractérise par beaucoup sont dans des zones euh, faiblement aménagées, ce qui conduit donc à une faiblesse dans les systèmes d'assainissement. Et pour réaliser l'assainissement géré en toute sécurité, il faut que l'assainissement soit géré, la gestion de l'assainissement soit améliorée et que les déchets fécaux et les eaux grises ne soient pas rejetés dans la nature. Et ainsi que le fait que les, les déchets donc, de l'assainissement autonome soient transportés pour être transportés dans des zones de traitement. Mais nous savons qu'il y a toujours un grand nombre de personnes qui utilisent l'assainissement basique et donc non géré en toute sécurité dans le milieu urbain. Il y a des gens qui défèquent à l'air libre. Donc, et le statut donc, de l'assainissement géré en toute sécurité varie d'un pays à l'autre et d'une région à un autre et d'un pays à un autre. Alors, le contexte urbain est unique et nous confronte à un certain nombre de défis qui freinent en fait ou qui empêchent l'assainissement géré en toute sécurité, notamment les habitations dans les zones non loties. Et il, il y a aussi le fait que on a une diversité en fait de continents
et ce qui rend les choses plus difficiles pour qu'on puisse gérer les excrétants en toute sécurité. Et il y a aussi donc le travail des travailleurs de l'assainissement informel qui font le plus gros du travail en matière donc d'assainissement sans égout et qui ont besoin de faire ce travail de façon sûre. Diapo. Alors, sur la base donc de ces caractéristiques uniques du contexte urbain, certains défis donc à l'approvisionnement de l'assainissement géré en toute sécurité. On peut citer donc les investissements insuffisants ou sporadiques. Donc, par exemple, il peut y avoir des plans de 25 ans et malgré cela, donc il y a des gens qui sont laissés à la traîne. Nous savons aussi que les besoins donc, des groupes marginalisés ne sont pas pris en compte s'il y a un changement de comportement qui ne conduisent pas au changement à long terme désiré. Il y a aussi que l'assainissement autonome est géré complètement par les ménages et il y a une faible coordination entre les acteurs. Et si nous reconnaissons que l'assainissement est un bien public et que les bénéfices ne seront pas à réaliser tant que tout le monde n'y a pas accès, l'implication pour l'assainissement à l'échelle euh, de la ville inclut aussi bien l'assainissement avec système d'égout et sans système d'égout, et que cela doit aussi toucher toutes les parties ou toutes les classes de la population. Et il faut que tout le monde ait accès à des toilettes et à une bonne gestion pour qu'on puisse réaliser les bénéfices en matière de santé publique. Mais cela ne se fait pas tant que on continue d'observer en fait que les déchets fécaux continuent de polluer l'environnement. Quand on regarde la chaîne donc, de gestion des bouts de vidange et que nous regardons les différentes responsabilités, tout au long de la chaîne, on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'itérations. Par exemple, pour un ménage qui utilise en fait une latrine à fosse, donc c'est de l'assainissement autonome et ensuite quand c'est vidangé, donc les déchets fécaux sont transportés sur un site de traitement qui peut être dirigé par la société nationale ou par le secteur privé dans certains cas. Et ce traitement donc, des déchets fécaux peut être utilisé, enfin, les déchets traités peuvent être utilisés dans l'agriculture. En plus de cela, il y a des questions telles que les politiques, les normes, les régulations, les finances, les données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte de bonnes données tout au long de la chaîne pour pouvoir permettre une bonne prise de décision qui serait basée sur ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi les questions d'innovation. Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, aussi bien au niveau technologique ainsi que les différents modèles de services ou d'affaires. Alors, comment est-ce qu'on s'organise ces acteurs dans une approche qui va nous aider à réaliser l'assainissement gérant toute sécurité à l'échelle? Donc, l'assainissement, le cadre Seawise a choisi des approches qui peuvent être appliquées dans le paysage urbain et ce cadre est utilisé pour une approche de service public pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir des services d'assainissement accessibles et abordables. Et cela implique aussi l'utilisation donc de l'assainissement, des systèmes d'assainissement avec égout et sans égout.
euh, tout au long de la chaîne pour pouvoir réaliser donc des résultats sûrs, équitables et durables. Et il y a aussi que cela permet en fait de mettre en commun les ressources déjà à faible. Et donc, le cadre CWISE recherche les systèmes, les fonctions donc des systèmes publics, et quels sont les mandats, c'est-à-dire qui est responsable de la chaîne de l'assainissement. Il y a aussi les questions de redevabilité. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a des performances claires? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont suivis concernant donc la performance de la chaîne? Et pour que, quel que soit le résultat, que ce soit négatif ou résultat, on puisse interpeller en fait les autorités responsables. Et il y a aussi les questions donc de planification des ressources. Comment est-ce qu'on ressource les ressources limitées dont nous avons pour gérer l'assainissement à toute sécurité, pour pouvoir exécuter le mandat dans les délais, dans l'espace. Notamment, si on veut des résultats positifs donc par rapport au service d'assainissement et donc qu'il y ait donc des prix équitables pour tout le monde. Et il y a aussi les questions de sûreté pour aussi donc les clients, donc c'est-à-dire les travailleurs de l'assainissement. Et il y a aussi la question de durabilité qui consiste à voir comment est-ce que le service est durable et est délivré de façon continue à nos clients. Ensuite, le parcours mis à l'échelle n'est n'est pas euh, un pas géant euh, pour bouger de là où nous voulons pour être là où nous le souhaiterions. Et pour cela, il faut adapter donc l'apprentissage pour pouvoir convenir au contexte dans lequel on se passe. C'est-à-dire tout au long du processus, il faut se poser les questions de savoir qui est responsable de quoi, quels sont les investissements nécessaires si on veut passer donc on veut passer de l'assainissement donc à l'échelle de la ville, à l'assainissement à l'échelle du pays. Merci beaucoup. Cela dit, on, on va passer donc à deux présentations. On va commencer par M. Mamadou Gueye, qui, qui est donc le conseiller technique de la Direction nationale donc, de l'ONAS au Sénégal. Et il va nous expliquer comment est-ce ils ont procédé pour avoir l'assainissement inclusif à Dakar. Monsieur Mamadou Gueye, vous êtes en ligne? À vous l'antenne. Je vais bien à vous, merci. OK, vous avez la parole. Merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Mohamedou Gueye et je travaille donc au Bureau national de l'assainissement au Sénégal et je vais vous présenter ce thème. Et si vous le voyez, au Sénégal, nous avons donc un taux d'assainissement de base en milieu urbain de 88,9% et pour le milieu rural, c'est 62%. Et l'accès donc à l'assainissement de base, le taux d'accès donc à l'assainissement de base au Sénégal, c'est 74 pour cent et dont 61% sont des toilettes non partagées. Maintenant, pour ce qui concerne nous avons en fait la lettre concernant donc le développement de la politique de développement du secteur, qui est un plan donc décennal. Et chaque année, en fait, on élabore cette lettre pour l'eau et l'assainissement. Et donc, c'est le cadre de référence actuel pour le travail d'eau et d'assainissement. Et le but
de cette lettre politique, c'est Bon, je vais nous parler en permet de français, peut-être le réaliser donc traducteur les pourra le faire. ODD. Parfait. Euh, voilà. Vous voulez, Laurent? OK. Donc, j'étais parti pour une version anglaise, mais comme on a un traducteur, on va le faire travailler un peu, quoi. Alors, donc l'objectif, c'est d'atteindre un développement durable, OK, de contribuer au développement durable pour garantir à l'horizon 2030 un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, en intégrant la gestion intégrée des ressources en eau. OK? Gestion intégrée des ressources, c'est une approche, c'est l'approche GIR qui est intégrée à cette lettre de politique. Next slide, le prochain diapo, s'il vous plaît. Le prochain diapo. Next slide, prochain diapo. OK. Là, je vous présente un peu les flux financiers, hein, comme c'est demandé dans les termes de référence de ce webinaire. Donc, les flux financiers pour l'assainissement, vous avez, si vous voulez, vous avez depuis l'année 2017 jusqu'en 2023, vous voyez que les investissements de l'État ont augmenté de 134%. Hein, donc, les investissements en eau et assainissement ont augmenté de 134% dans le budget de l'État, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est quand même une augmentation considérable. Tout ça montre l'intérêt que le gouvernement du Sénégal a par rapport au développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, c'est un intérêt réel. Donc, la volonté politique est déjà là. Donc, on peut dire que la volonté politique pour développer le secteur de l'eau et de l'assainissement est déjà manifestée par cet État qui a mis la main dans la poche en mobilisant plus de 143% d'augmentation de ce budget. Okay? Et vous voyez que ce qu'on peut en tirer, c'est que la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être une priorité d'abord pour les États avant de l'être pour les partenaires. Vous voyez que l'État sénégalais contribue à hauteur de 41%, c'est pas mal, mais les partenaires au développement à hauteur de 59%. Je pense que l'idéal, c'est au moins qu'on ait 50-50, 50% État et 50% partenaires au développement, ou même plus, parce que j'ai vu des rapports concernant cela où au niveau mondial, l'assainissement est financé et l'eau à hauteur de 85% en moyenne par les États. Et ça, je pense que c'est quand même un chiffre qui nous montre quelle est l'importance à ce que ces secteurs, qui sont des secteurs clés, des secteurs sociaux de base, dont les tarifs ou les prix appliqués doivent être des prix abordables socialement pour les populations. Donc l'eau, l'électricité, l'assainissement sont des secteurs de base dont les prix doivent être abordables pour les populations. Je ne vous cache pas, dans certains pays, rien qu'une augmentation de l'eau, du prix de l'eau ou du service d'assainissement a causé parfois des émeutes. On a connu des émeutes de l'électricité quelque part dans certains pays. Et si on ne prend pas garde, des émeutes de l'eau ou de l'assainissement pourraient subvenir parce que tout simplement, le prix de ces services n'est pas du tout acceptable ou soutenable par les populations. Voilà, maintenant, je vais vous présenter un peu le modèle de délivrance du service d'assainissement. Vous avez l'ONAS. Vous avez l'ONAS qui est un peu la structure qui s'occupe de la régulation parce que nous n'avons pas encore un organe de régulation au Sénégal. C'est l'Office national d'assainissement du Sénégal. C'est l'Office national d'assainissement du Sénégal qui s'occupe de la régulation et en attendant qu'on met en place un organe de régulation. Et c'est une régulation par le contrat. Donc, nous avons 10 stations de traitement de boues de vidange qui sont déléguées au secteur privé pour 2020-2030, mais la régulation se fait sur la base du contrat avec des indicateurs clés de performance qui sont évalués par l'Office national d'assainissement du Sénégal. Nous avons aussi un cadre au niveau ministériel qu'on appelle le contrat de performance, qui est un contrat triannuel signé entre le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement ou de l'eau et de l'assainissement et aussi l'Office national d'assainissement du Sénégal, avec aussi le ministère des Finances et du Budget. Donc, nous avons la tutelle technique qui est le ministère de l'eau et de l'assainissement et la tutelle financière, le ministère des Finances et du Budget, qui met à la disposition de l'ONAS un budget pour pouvoir atteindre les objectifs assignés à travers les indicateurs clés de performance du contrat de performance État, Office national d'assainissement du Sénégal. Et ce contrat, c'est un contrat triannuel. On est en train de drafter le contrat 2025-2028 et on est très avancé là-dessus. Ça va être bientôt signé.
Donc, l'ONAS est la structure de régulation, en même temps, la structure de gestion du patrimoine en assainissement au Sénégal. On n'a pas encore une structure de régulation de l'eau ni de l'assainissement au Sénégal. Tout se fait sur la base de contrats. Nous avons le secteur privé aussi qui joue un rôle prépondérant parce que nous avons beaucoup développé le partenariat public-privé depuis 2013 avec la délégation de 4 stations de vidange de la ville de Dakar, qui est la capitale du Sénégal, à un privé. Vu les résultats probants qui ont été obtenus, on a mis à l'échelle de 2013 à 2010, il y avait une délégation pilote de ces 4 stations de traitement de vidange. Vu les résultats probants obtenus, on a mis à l'échelle à partir de 2020 jusqu'à 2030 en déléguant 10 stations de traitement de vidange de 3 régions du Sénégal. Et nous comptons d'ici 2030 atteindre 30 stations de développement de bouts de vidange, 30 stations de traitement des bouts de vidange, et toutes ces stations devraient être déléguées au privé. Donc, rien que à cause de ça, je pense que si c'est pertinent, une structure de régulation devrait peut-être être mise en place pour un peu garantir, pour un peu suivre et assurer les intérêts des bénéficiaires ou des usagers. Parce qu'il y a une compétition qui va être mise en place entre les entreprises privées. Et dans l'hydrologie rurale, on a déjà 6 délégataires au moins. Et dans l'hydrologie urbaine, on n'a qu'une seule entreprise privée délégataire. Mais dans l'assainissement, on aura plusieurs entreprises délégataires avec les 30 stations de traitement des bouts de vidange qui seront déléguées d'ici 2030. Vous avez le privé qui assure le service de marketing, la promotion du service d'assainissement en même temps que l'ONAS, parce que l'ONAS a en son sein une direction marketing, communication et innovation qui s'occupe de ces aspects-là. Donc, le privé aussi, de son côté aussi, fait le marketing de tout ce qui est sous-produits dérivés, parce qu'on ne parle plus de sous-produits maintenant, on parle de produits dérivés de l'assainissement pour donner plus de valeur à ces produits. Donc, le terme sous-produit donne une valeur un peu moindre, c'est pourquoi on parle beaucoup plus de produits dérivés de l'assainissement au lieu de sous-produits de l'assainissement. Donc, le privé s'occupe de la promotion des produits dérivés de l'assainissement. Et je ne vais pas passer sous silence l'omniprocesseur que vous connaissez, l'omniprocesseur dont le Sénégal a été le premier pays bénéficiaire dans le monde à travers un don de la Fondation Bill et Melinda Gates. Donc, on avait eu l'omniprocesseur V1 en 2015, qui était une version test qu'on a testée. Et maintenant, vu les résultats probants qui ont été obtenus, on a eu l'omniprocesseur V2 à partir de 2020 pour mettre à l'échelle un peu la valorisation des produits dérivés des bouts de vidange en eau, en électricité et en sang utilisés dans la fabrication de pavés autobloquants. Il y a les ménages aussi qui sont là et l'ONAS aussi assure un peu le service auprès des ménages et fait une évaluation tous les 2 ans de la qualité de service fourni aux usagers, aussi bien dans l'assainissement autonome que dans l'assainissement collectif. Ça, c'est un indicateur de performance du contrat de performance entre l'ONAS, l'État du Sénégal et le ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Donc, parmi ces indicateurs clés de performance, nous avons une évaluation de la satisfaction des usagers à faire tous les 2 ans. Alors, le prochain slide, next slide, please. Oui, le prochain slide, c'est beaucoup plus sur l'arrangement institutionnel ou le cadre institutionnel de l'assainissement. Et de l'eau, ici, c'est l'assainissement et l'eau. Nous avons le ministère de l'eau et de l'assainissement. Vous voyez, le cadre est assez diversifié. Nous avons des partenaires qui sont publics, nous avons le partenaire privé et nous avons aussi les organisations de société civile. Mais dans ce cadre, vous voyez que nous avons plusieurs documents qui ont été élaborés de stratégie nationale de développement et qui sont maintenant agrégés à travers un document qu'on appelle la stratégie nationale d'assainissement liquide, qui est l'horizon 2020 jusqu'en 2030 au moins. Nous avons aussi le code de l'assainissement qui a été mis en place en 2009 avec d'autres codes tels que le code de l'environnement, le code du travail, le code de l'hygiène, aussi le code de la propriété. Nous avons aussi la loi SPEPA sur les services publics d'eau et d'assainissement depuis 2008 et le code de l'assainissement aussi depuis 2009, ainsi que la création de l'ONAS qui a été faite en 1996. À côté, nous avons aussi des normes que nous essayons d'appliquer, telles que la norme standard NS 0561 depuis 2001, qui est en cours de révision, qui est la norme qui caractérise un peu les rejets des eaux usées dans les exutoires. Donc, nous avons des stations d'épuration des eaux usées qui sont contiguës à des stations d'épuration, des stations de traitement des bouts de vidange au Sénégal. La plupart de nos stations de traitement des bouts de vidange sont contiguës aux stations d'épuration des eaux usées. Donc, on surveille la qualité des eaux rejetées à travers cette norme. Nous avons la norme 30500 dont le Sénégal fait partie du comité de pilotage et qui a été homologuée par le Sénégal il y a quelques années sur le système de traitement sur place autonome. La norme 24521 sur la qualité de services fournis pour les services d'eau et d'assainissement. Ça aussi,
le Sénégal travaille beaucoup dessus avec l'Association sénégalaise de normalisation. La norme 31800 sur les omniprocesseurs est appliquée aussi au Sénégal avec l'omniprocesseur V2. Nous avons la norme 17074 qui est une norme nationale sur les toilettes basiques et la construction de fosses septiques qui a été élaborée en 2021. Et l'ONAS a en ce moment d'autres projets de normes. On a signé une convention la semaine dernière avec l'Association sénégalaise de normalisation pour mettre en place d'autres normes au niveau national. Alors maintenant, pour les résultats quantitatifs et qualitatifs de ce programme, nous avons plusieurs projets qui ont été mis en œuvre depuis 2020 à cause des résultats probants du programme pilote de structuration du marché des boues de vidange. Nous avons pu bénéficier de 13 millions de dollars de la Fondation Gates de 2011 sous forme de subvention de 2011 à 2020. Et par effet de levier, nous avons pu mobiliser 306 millions de dollars, presque 307 millions de dollars pour 2020-2025 à travers divers projets. Et nous avons le blending finance, le financement mixte qui a été mis en exergue dans la mobilisation de ces fonds avec des partenaires tels que l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, avec surtout le guichet Life and Livelihood Fund où on va bénéficier d'une subvention de 35% pour un projet qu'on a introduit au niveau de la BID. Nous avons aussi la Fondation Gate avec le projet de renouvellement des camions de vidange où vraiment là, c'est le blending finance qui est utilisé, le financement mixte avec 40% de dette, 50% de subventions et 10% de capitaux propres apportés par les vidangeurs pour acquérir les camions. Nous sommes en train de renouveler 40 camions de vidange et nous allons passer à l'échelle pour renouveler les 300 camions de vidange du Sénégal. Donc, ce mécanisme de financement est très innovant parce que la Fondation Gates nous a donné sous forme de dons 1 million de dollars et nous avons pu mobiliser 1 million de dollars auprès de l'État du Sénégal et auprès d'une Banque nationale de développement économique du Sénégal, nous avons mobilisé 2 millions de dollars, soit un effet de levier de 2. Avec l'African Development Bank aussi, nous avons des projets, la Banque mondiale et la Fondation Gates. Et voilà, donc nous avons eu un effet de levier de 22. Donc avec 13 millions de dollars mobilisés sous forme de grant, de dons avec la Fondation Gates de 2011 à 2020, nous avons pu mobiliser 307 millions de dollars, soit un effet de levier de 22 à travers des financements mixtes. Voilà, pour les défis, hein, nous pensons qu'il faut que l'ONAS se focalise beaucoup plus sur son devenir pour devenir une société de gestion de patrimoine. On l'a expérimenté dans le secteur du You have 1 minute. Marche très bien. Le manque de régulation, de structure de régulation, j'en ai tout parlé aussi. Aussi le problème de la couverture des charges d'exploitation de l'assainissement qui sont couvertes à 60% par les revenus. Donc, vous voyez qu'il y a un déséquilibre financier dans le sous-secteur. Et aussi, une délégation de toute la chaîne de valeur de l'assainissement est prévue, de même que le manque d'un décret de régulation de l'activité de vidange mécanique. Et aussi, on compte déléguer toutes les stations de boue de vidange du Sénégal. Voilà, pour les appels à l'action, donc nous pensons que le secteur de l'eau bénéficie beaucoup plus d'investissements au Sénégal. Donc, il faut essayer que le secteur de l'assainissement en même temps bénéficie pour éviter le syndrome du train de banlieue qui va rattraper le TGV. Le train de banlieue, vous comprenez, c'est l'assainissement qui va rattraper le train à grande vitesse qui est l'eau, qui bénéficie de beaucoup plus de financement, alors que l'assainissement devient l'exutoire naturel du secteur de l'eau parce que toutes les eaux potables qui sont utilisées dans les maisons finissent par devenir des eaux usées. Donc, si on n'investit pas autant dans l'eau que dans l'assainissement, le problème risque d'être entier. Donc, essayez de voir quelle est la structure de régulation la meilleure, par le contrat ou par une agence de régulation, mais là, c'est une étude qui nous permettra de déterminer. De même que, quelle est la meilleure source de financement, État, partenaire ou secteur privé, ou bien combiner les trois. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'avais prévu une vidéo en projection, mais je ne sais pas si on aura le temps. Merci de votre attention. Thank you for your attention. Oui, je pense que je vais partager le lien de la vidéo sur le chat et si lors des questions-réponses, on peut y revenir de sorte que les gens puissent un peu regarder la vidéo qui résume plus ou moins beaucoup des efforts, les activités qui sont menées au niveau de Dakar. Mais pour l'instant, on va passer au prochain présentateur à cause du temps et on espère qu'on aura la possibilité de les questions-réponses. Donc maintenant, Maintenant, je vais passer la parole à ingénieur Anwar Sata, donc qui est vraiment un ingénieur senior et qui travaille sur le CWISE au niveau de l'autorité responsable de l'assainissement au niveau de Dakar. Il va parler un peu du métier
donc des solutions qui sont nécessaires pour la ville de Dakar. Donc la parole est à vous, Anwar. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je suis Monsieur Anwar Satter, ingénieur, vous le savez, donc je travaille dans le domaine du civisme, je suis point focal pour l'autorité de l'eau et de l'assainissement au niveau de Dakar. Je vais me présenter une présentation surtout de la situation au niveau de Dakar. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Bangladesh, je vais partager deux diapositives rapidement sur le scénario au niveau de Bangladesh et pour le cas de Dakar, particulièrement comment au niveau de Dakar, on a mis en œuvre donc, les approches donc avec ou sans égout. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'état de l'assainissement au niveau de Bangladesh, vous pouvez le voir. Approximativement, on a 71% des ménages qui sont directement ou indirectement connectés donc au drain et aussi au plan d'eau. Et donc, surtout, 90% se font dans les bidonvilles. Vous savez, il y a beaucoup de bidonvilles au niveau de Bangladesh, particulièrement dans la zone de la ville, la zone urbaine, où vraiment c'est difficile de mettre en place un système de réseau d'égout. Vraiment souvent, donc, les rejets se font au niveau de l'environnement. Et ça, c'est un problème clé et un défi auquel on fait face. Donc, le système d'assainissement existant n'est pas en mesure de satisfaire l'augmentation de la densité de la population. Vous savez que donc la densité de la population au niveau d'un est vraiment très élevée et augmente très rapidement. Et c'est vraiment difficile de pouvoir suivre l'augmentation, la croissance de la population. Le troisième point, le troisième défi auquel on fait face, c'est qu'au niveau du Bangladesh, normalement, les gens utilisent des fosses septiques ou bien des puits perdus. Mais même dans des villes comme Dakar, on a une forte densité et vraiment avec un sol très compact, ce qui fait que donc, ces puits perdus-là ne fonctionnent pas à cause de la capacité d'infiltration. Et c'est vraiment un défi important pour pouvoir utiliser les fosses septiques et les puits perdus. Vous pouvez voir donc dans les zones des bidonvilles sur au bas de la présentation. Donc, on a 80% de l'assainissement qui n'est pas approprié, la défécation à l'air libre aussi qui est pratiquée et cela se déverse sur les plans d'eau. Prochaine diapo. Donc, là, je l'ai dit, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au niveau de Bangladesh, on utilise les fosses septiques, mais quelquefois, on utilise aussi des puits perdus. Donc, certains ne le font pas et les rejets se font donc au niveau des plans d'eau et des drains. Certaines fois, quelquefois, certaines des maisons rejettent directement donc au niveau des réseaux de collecte des eaux pluviales et aussi des drains. Et la collecte mécanique est vraiment très faible. Donc, on utilise des réservoirs pour collecter les bouts de vidange, mais c'est vraiment des quantités minimes. La plupart des cas, ça se fait là par collecte manuelle et à travers les drains. Et pour le transport, habituellement, donc, le transport se fait donc, au niveau des infrastructures et aussi dans les zones basses. Donc, dans les réseaux de collecte des eaux pluie, des zones municipales, ils sont transformés en réseau de transfert de ces bouts de vidange-là. Et aussi pour ce qui est du traitement, donc on utilise seulement dans les zones basses pour la plupart des cas, mais donc pour le cas de Dakar, il y a 20% qui sont traités au niveau des STP. Et donc ça, c'est vraiment, on peut dire, les systèmes de traitement au réseau qu'on peut trouver au niveau de Bangladesh, mais dans les autres villes, pour le moment, il y a des unités de traitement en construction, mais qui ne sont pas encore achevées. Donc ça, c'est le cas aussi dans les zones basses, les rivières, et autres. Donc les seules infrastructures de traitement au niveau de Dakar, donc c'est les usines d'incinération.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc maintenant, je vais passer au cas de la ville de Dakar. Vous savez donc que ça, c'est la capitale du Bangladesh et qui fait à peu près 20 millions de personnes qui y vivent. Euh, la plupart, donc, on a et la densité de la population élevée, 34 000 personnes par kilomètre carré. La gestion des bouts de vidange, on a à peu près 3 millions de kilos de bouts de vidange par jour. Et aussi, ce que je peux ajouter ici, c'est que il y a, il y a 50 000 MLD d'eau qui sont traités au niveau de Dakar, donc par deux unités de traitement. L'une est au niveau des stations et qui est sous l'autorité de l'unité, l'autorité qui est sous la responsabilité de l'autorité de traitement de boues de vidange, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc c'est ces usines de traitement-là qui le font. Voici le résumé de la situation au niveau de la ville de Dakar. Donc, avant, donc au niveau de Dakar, on avait l'approche traditionnelle qui était utilisée, donc, mais il y a un plan directeur qui a été élaboré pour un système donc d'assainissement centralisé. On pensait qu'on pouvait couvrir la ville de Dakar avec un réseau d'égouts, mais on n'a pas pensé à une prise en compte de l'assainissement sur site parce que l'administration centrale a eu des prêts et a accordé la priorité à une certaine zone couverte. Microphone, please, Sata, microphone. Ah non. Donc, il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas pris en compte. Après cela, on a mis en place l'approche des réseaux d'égouts pour avoir des systèmes, des services inclusifs et globaux, pour avoir des systèmes de réseaux d'assainissement équitables et qui profitent à tous tout au long de la chaîne. On a utilisé aussi des technologies innovantes et diversifiées, que ce soit avec ou sans égouts, et une planification globale à long terme que nous sommes en train de mettre en place. Nous discutons avec les politiques récemment et on a beaucoup avancé dans ce domaine. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mettre en place beaucoup de schémas. Comme je l'ai dit, un système d'assainissement à proximité. Le premier, on va centrer le système d'assainissement des eaux connecté à un réseau de canalisation parce qu'il y a des zones de bidonville et des zones basses dans lesquelles on va introduire un des systèmes. Le système qui a été mis en place est un système de traitement des eaux, système des eaux connecté à des unités de traitement décentralisées. Et on est en train de promouvoir planifier la programmation de systèmes de déchargement, particulièrement pour les communautés à revenus faibles, pour lesquelles des dispositions spéciales sont prises. Donc, je vais partager certains des exemples tactiques au niveau de d'autres sites. Là, on a l'exemple du réseau d'assainissement des stations d'épuration au niveau de Dakar. Dans le cadre du plan directeur, il y a un plan directeur pour 2030 et l'approche, donc, en ce moment, n'était pas encore prise, encore n'était pas réalisée. Et le plan directeur se concentre surtout sur l'assainissement à travers des réseaux d'égouts. Il y a, à cause des changements, nous sommes présentement en train d'élaborer élaborer un nouveau plan directeur qui est en train d'être mis en œuvre. Je peux dire que donc, au niveau de Dakar central, comme je l'ai dit, où la population de la ville est élevée, il y a 5 bassins versants d'assainissement. On a un Pagla, Dachem Siraj Bayar, Otara et Mirpur, le STP de Dachaber qui est en train de fonctionner depuis 2022, qui est en exploitation. Et l'autre est celui de Batla. Pour Pagla, le bassin versant de Patla, on a une unité de traitement aussi, mais qui est en cours de reconstruction, en cours de développement.
et c'est présentement en cours de construction. Pour le cas de d'Acher Kanti, donc, comme on a dit, c'est en cours et la chose la plus importante, c'est que dans toutes les unités de traitement, donc les matières fécales donc, sont prises en compte, ça peut faciliter le traitement. Prochaine diapo. Voici un peu certaines des images que nous avons de la démonstration de la technologie de transformation de l'acétate. Donc, certaines sont au niveau de Dakar et d'autres hors de Dakar. Et il y en a une technologie qui est le traitement éruptif à des eaux utilisées communautaires de la chasse d'eau, des toilettes de minute. Pour le cas de Nirvara, c'est protéger le plan d'eau de la ville contre la contamination fécale des communautés à faible revenu. C'est donc au niveau de Ora Islam, à Dhaka, qui est vraiment le bidonville le plus grand au niveau de Bangladesh. Et l'autre, donc, le traitement et réutilisation des eaux usées pour les zones vertes au niveau de Shan Lake, c'est aussi au niveau de Dhaka. L'autre, c'est un système d'égout en grappe pour le traitement des eaux usées au niveau de la bidonville de Kuna. Voici les exemples réussis de mise en œuvre des technologies de transformation et nous essayons de faire une mise à l'échelle de ces technologies-là, là où elles peuvent être mises en œuvre au niveau de Dhaka. Prochaine diapo. Là, on a un peu la situation. Donc là, c'est un bidonville avec plus d'un million de personnes et de carrés. Donc vous pouvez le voir, il y a un lac qui est vraiment pollué. Et après, on a mis en place le système de traitement et vous pouvez voir que les effluents sont nettoyés et le lac est devenu propre à nouveau. Et donc les installations de traitement donc, a permis d'avoir des espaces où les jeunes peuvent jouer aussi. Et donc ça connecte 1 000 ménages. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, une autre approche que nous avons mise en œuvre récemment, et avec l'appui de l'UNICEF, donc la Fondation Bill and Melinda Gates, le DNCC. Donc, au niveau de la ville de Dakar, on a, comme on l'a dit, une zone à forte population dense. La possibilité d'avoir des terres, du foncier est vraiment très faible, très difficile. Ce qui fait que donc, il est vraiment difficile de pouvoir mettre en place des STP, des unités de traitement, et un système de traitement de bout de vidange. Et c'est vraiment très difficile d'avoir du foncier pour le faire. Et là, c'est un exemple donc, de coordination entre les acteurs étatiques. Dakar, donc l'autorité de gestion de l'assainissement et de l'eau au niveau de Dakar est en train de mettre en place des systèmes d'égout et pour le traitement des boues de vidange. Et d'après le cadre donc, réglementaire et institutionnel du gouvernement, ils ont mis en place, donc avec la coopération de la ville de Dakar, et l'autorité de l'eau a mis en place a échangé avec nous et on a signé un protocole d'accord avec l'autorité de la ville qui va collecter les bouts de vidange des ménages, donc à partir du confinement, les transporter au niveau de l'unité de traitement des bouts de vidange au niveau de Dakar. Et donc, ces déchets seront traités au niveau de l'unité de traitement. Et après, euh, donc, ils vont traiter les bouts de vidange et les déchets fécaux. Ça, c'est réalisé. Ça, je pense que c'est le meilleur exemple que je partageais au niveau de Dakar et qu'on a réalisé récemment. Prochaine diapositive. Nous avons donc 6 grandes étapes pour la protection de l'environnement prises en place pour, donc la première, j'ai déjà discuté, donc c'est le protocole d'accord qui a été signé avec le DNCC et le DIWASA. On essaie de mettre en œuvre la révision du Code national de construction du Bangladesh et aussi pour le troisième point, c'est la mise en échelle des solutions que nous essayons aussi, la réclamation des eaux que nous essayons de faire, donc la décarbonisation aussi que nous essayons de faire et aussi nous essayons de le mettre en œuvre au niveau de la ville. Prochaine diapositive. Là, donc, c'est le plan directeur de Dakar, le plan directeur national de Dakar 2013. Et donc, il faut mettre en jour parce que l'approche donc de prise en compte des bouts de vidange est prise en compte et on est en train de voir avec ce plan d'assainissement-là comment le faire pour en faire un plan d'assainissement pour la gestion des égouts.
Et donc, voici un peu le récapitulatif et les leçons apprises pour dire que donc, plusieurs systèmes d'assainissement sont nécessaires pour répondre aux besoins des mégalopoles, particulièrement des villes comme Dakar qui sont vraiment très peuplées. Et donc, et aussi, donc, et pour les zones à forte densité, il y a un problème de disponibilité du foncier. Les acteurs, la coordination formelle des parties prenantes pour résoudre les problèmes de Suisse et une stratégie et une politique appropriée sont indispensables. Et il y a certaines des politiques qui existent déjà, mais qui doivent être mises en œuvre et avoir beaucoup plus de politiques élaborées pour régler ces problèmes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est un très grand plaisir. Merci. Donc, on a un certain nombre de minutes pour les questions. Donc, peut-être une ou deux questions des participants. Et s'il vous plaît, soyez à l'aise de poser les questions donc, au niveau du chat pour qu'on puisse les prendre en compte lors des questions-réponses. Mais si vous avez des questions, nous sommes à l'écoute. Levez la main pour poser vos questions. Non. Est-ce que vous avez des questions? Nous devons que, est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Je pense qu'il y a trois questions au niveau du chat. La première porte sur la, la fluctuation des flux financiers entre 2018 et 2020. La question porte sur quel est le pourcentage de gestion des bouts de vidange par rapport aux utilisateurs finaux. La deuxième question est de savoir quel est le mécanisme de financement des stratégies pour garantir la durabilité des opérations de l'ONAS. Donc là, ce sont les trois questions pour Mohamedou. Et il y a une question pour Lungi. On lui demande de partager des études de cas ou bien des études qui ont été menées pour pouvoir mettre en place le Suisse au niveau des villes africaines. Il y a aussi une question pour Anwar. Quelle est la nature des solutions qui sont en train d'être testées prenant en compte les difficultés de disponibilité de foncier au niveau de Dakar? Donc, je vois une main, mais Mohamedou, donc il y a trois questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? À cause Merci de la beaucoup qualité de aux ces questions, je participants. remercie le participant. Merci. Décidément, j'ai tendance à parler anglais toujours, mais bon, on va se mettre en français. Donc, je remercie le participant pour la qualité de ces questions. Hein. Donc, l'explication de la hausse du budget, c'est que vous savez que l'État du Sénégal que ce soit la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal et la société privée, la SEN'EAU, qui s'occupe de l'exploitation plutôt, et la Société nationale des eaux du Sénégal qui s'occupe du patrimoine des eaux, et la SEN'EAU qui s'occupe de l'exploitation des eaux, nous avons des contrats de performance avec des engagements. Hein, avec l'État, des contrats tripartites entre l'État du Sénégal, la société de patrimoine qui est la Société nationale des eaux du Sénégal et la société d'exploitation qui est la SEN'EAU qui exploite le réseau hydraulique. Dans l'assainissement aussi, nous avons l'ONAS qui s'occupe du patrimoine et de l'exploitation. Et vous savez que dans ces contrats de performance, il y a toujours des engagements en termes d'investissement à faire. Et nous avons pu, dans le secteur de l'eau, faire une augmentation de 100 000 mètres cubes par jour de la production d'eau potable à partir du lac de Guerre qui est situé à 200 km de la ville de Dakar, la capitale du Sénégal. Nous avons aussi une usine de dessalement d'eau de mer qui a été mise en place et qui va, dans un premier temps, dans une première phase, fournir 50 000 mètres cubes d'eau par jour pour la région de Dakar. Donc, rien que pour cette demande-là et la croissance démographique, Dakar a une croissance démographique de 2,8% par année et une urbanisation galopante qui est en train de se faire, il fallait accompagner tout ce boom démographique avec une fourniture de services d'eau en quantité suffisante et en qualité satisfaisante. Donc, rien que le fait de construire une usine de traitement d'eau potable de 100 000 mètres cubes par jour et une usine de dessalement d'eau de mer de 50 000 mètres cubes par jour peut justifier l'augmentation de ce budget de l'État dans le secteur de l'eau et de l'assainissement d'un coût de 184%, enfin d'un taux de 184%,
hein, entre 2013 et 2023, disons, entre 2017 et 2023, si je me trompe. Donc, rien que ça peut le justifier. Maintenant, concernant l'autre question sur en 2017 et 2023, voilà. Concernant la question sur un système de traitement sur des bouts de vidange, vous savez, au Sénégal, nous avons pas mal de stations de traitement de bouts de vidange et des stations d'épuration des eaux usées. Nous en avons une quinzaine de stations d'épuration des eaux usées réparties dans différentes régions du Sénégal et une quinzaine de stations de traitement de bouts de vidange. Et la plupart de ces stations sont contiguës, ce qui fait que ça facilite le traitement. La station d'épuration des eaux usées devient l'exutoire naturel de la station de traitement des bouts de vidange parce que les effluents issus de ces stations de traitement de bouts de vidange, même si ces stations sont gérées par le privé et que les stations d'épuration des eaux usées sont gérées par le public, par l'ONAS, mais il y a quand même une relation de client-fournisseur. Ce qui fait que toutes ces eaux provenant des stations de traitement de bouts de vidange sont traitées à travers les stations d'épuration des eaux usées qui sont contiguës, ce qui nous permet de pouvoir faire le contrôle avant le rejet des eaux parce que nous avons à l'ONAS un laboratoire de contrôle qualité du rejet des eaux usées. Nous avons aussi l'association sénégalaise de normalisation avec qui nous travaillons très souvent pour mettre en place des normes qui nous permettent de contrôler la qualité des eaux usées et de contrôler toute la chaîne de valeur du service d'assainissement depuis la collecte dans les fosses septiques jusqu'au traitement dans les stations de traitement de bouts de vidange. Et donc, l'assainissement collectif, c'est depuis la collecte avec les réseaux, les tuyaux, les réseaux d'eau usée, jusqu'au traitement avec les stations d'épuration des eaux usées. Donc, vraiment, l'environnement qui permet d'assurer un service sûr d'assainissement avec un traitement adéquat, en quantité suffisante et en qualité satisfaisante, est déjà là au niveau institutionnel. Et pour la troisième question, est-ce qu'il peut me répéter la troisième question? Elle parle de stratégie, si je ne me trompe pas. Laura, la troisième question, c'était... Elle peut répéter la troisième question, s'il vous plaît? Rajiv, can you quickly repeat it? The third question was on la troisième question portait sur les mécanismes de financement de la stratégie pour garantir la durabilité. Operation of ONAS. Donc, pour la durabilité du fonctionnement de l'ONAS. D'accord, donc ça, c'est très important. Yes, ça parle aussi de l'équilibre financier de l'ONAS. Vous savez, la stratégie, actuellement, nous avons une stratégie d'assainissement liquide, une stratégie nationale d'assainissement liquide qui est en cours à partir de 2020. Au fait, la finalité, c'est d'aller vers une société de gestion de patrimoine, comme on l'a réussi dans l'hydraulique, dans le sous-secteur de l'hydraulique ou de l'eau. Donc, l'ONAS est appelé dans un avenir proche à devenir une société de gestion de patrimoine. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir peut-être une délégation de service public avec une société qui va aussi bien gérer l'exploitation de l'eau et de l'assainissement. Comme ça, les gains qu'il fera dans l'eau seront équilibrés aussi, vont équilibrer aussi peut-être le manque à gagner qu'il fera dans l'assainissement. Ça, c'est l'idéal, d'avoir une société qui gère l'exploitation de l'eau et de l'assainissement en même temps. Si ce n'est pas possible, peut-être que ce sera séparé. Mais en tout cas, c'est ça, au fait, la feuille de route. C'est d'aller vers une société de gestion de patrimoine pour alléger les charges de l'ONAS et aussi pour pouvoir diversifier, développer le partenariat public-privé, comme nous l'avons fait dans le secteur de l'eau, que ce soit de l'hydraulique urbaine que de l'hydraulique rurale. On a testé ce mécanisme de délégation de services publics où il y a une société de patrimoine de l'État qui gère le patrimoine et une société d'exploitation privée qui fait l'exploitation, la maintenance et aussi la maintenance des ouvrages et la gestion des ouvrages. Ça, on l'a réussi dans l'hydraulique urbaine et dans l'hydraulique rurale. Je pense que ça ne devrait pas causer de problème de dupliquer ce modèle dans l'assainissement urbain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mohamedou Gueye. Je vais passer la parole à un autre président, à ingénieur Sattar. Est-ce que vous pouvez répondre à la question qui vous a été posée? Et après, on va demander aux dernières réflexions, donc juste pour quelques minutes. Donc, si vous pouvez répondre rapidement à la question qui vous a été posée. Oui, donc il y a une question qui m'a été posée, c'est par rapport aux solutions. En fait, donc pour la solution, donc c'est les solutions locales avec le OPEX. Vous savez, c'est la raison pour laquelle il est acceptable dans la plupart des cas, mais donc il y a des inconvénients à savoir que donc ça demande beaucoup plus de foncier et donc ce ne sera pas approprié pour tous les cas. Au niveau de Dakar, par exemple, nous essayons d'essayer beaucoup de technologies et beaucoup de cas et beaucoup de modalités, mais donc cette solution
est vraiment approprié pour les universités qui ont de l'espace au niveau de leur parc ou bien dans les grandes industries qui ont de l'espace. Donc, c'est ce genre d'endroit vraiment où c'est approprié de le mettre en place parce que donc il y a d'autres avantages aussi qui y sont liés. Mais donc, toujours est-il que à cause de la densité, dans les zones où il y a une forte densité, il n'y a pas de foncier, ce n'est pas approprié. Merci beaucoup. Donc, on va associer d'abord, donc, il y a certaines des questions et réponses qui ont été posées. Donc, Lungi a partagé les informations au niveau du chat. Donc, je vais passer, on va vous donner plus ou moins 1 minute, donc, pour la clôture. Et après, les conseillers, donc, de l'UNICEF, en Asie du Sud-Est, donc, on va parler à Francis. La parole est à vous. Bonjour, bonjour Laura. Au nom de Franck, donc je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, yes, we can hear. Donc c'est bon. Merci beaucoup, chers collègues. Je m'appelle Surendra Babu. Je parle de Katmandou, du Népal, au nom de notre conseil régional, donc de l'UNICEF pour le bureau de liaison. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il y a un certain nombre de points dont je voudrais parler. Et donc, avant d'aller à cela, je voudrais vraiment remercier vous tous pour les efforts que vous avez faits pour vraiment ce webinaire. Etc. Donc, c'est pas seulement le webinaire, mais il y a une série de webinaires donc, qu'on a tenu depuis un certain nombre depuis l'événement au niveau de Katmandou, donc vraiment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il ne s'agit pas, c'est pas, donc à travers de l'année, il ne s'agit pas seulement, mais aussi des actions qui ont été menées par les différents pays et avec lesquels on a eu vraiment des démonstrations de nos collègues du Sénégal et du Bangladesh lors de leur présentation. Donc, ceci étant vraiment, je voudrais vous remercier et donc je vais commencer par parler d'un certain nombre de messages que je voulais partager qui sont importantes et qui pourraient être plus ou moins certains points que je voulais. Parce que lorsqu'on a fait le partage, donc je pense qu'il est important de se poser la question, nous-mêmes, de savoir comment est-ce qu'il nous faut aller de l'avant, peut-être que, et mieux. Donc, peut-être que de façon plus rapide ou de façon plus intelligente, en tout cas, comment travailler ensemble. Donc, par rapport à cela, vous pouvez voir que sur les diapositives, il y a 4 points ici. Le premier point porte sur les personnes. Donc, il n'est pas seulement d'infrastructures, mais il s'agit aussi des personnes, des ressources humaines, c'est-à-dire aller de loin, s'éloigner des projets isolés. Pour, il faut nous éloigner vraiment des projets isolés pour adopter des approches plus globales, surtout lorsqu'on parle de l'assainissement en zone urbaine. Il faut avoir des approches vraiment globales. Ça, c'est le premier point à retenir et on espère que on va tous donc le prendre en compte parce que dans la plupart des cas, par rapport aux zones pour le Suisse et les autres solutions qui sont discutées, et il ne s'agit pas seulement d'avoir les personnes en zone urbaine, mais prendre en compte tout le monde. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point porte sur comment on définit l'assainissement. On définit l'assainissement comme vraiment donc un bien public. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous faut faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple et faire vraiment comme la route, vraiment un processus qui va être dirigé par le gouvernement. Là, il s'agit de leadership, mais donc il s'agit aussi d'avoir cette clarté-là par rapport à l'assainissement en tant que bien public. Peut-être qu'il nous faut plus ou moins échanger beaucoup plus sur qui est responsable de quoi, particulièrement dans les zones urbaines, parce qu'il n'y a pas une seule organisation qui peut, et une seule entité ou institution qui peut faire tout le travail. Vraiment, ça, il s'agit de définir un peu du bien et faire en sorte qu'on prenne que le gouvernement prenne le leadership et définisse clairement le rôle des différents acteurs. Le troisième point porte sur la coordination entre les acteurs et aussi en même temps la redevabilité, particulièrement quand il s'agit de personnes, donc des personnes marginalisées. Parce que donc pour satisfaire les besoins des marginalisés, les gens ne devraient pas en faire, parce que ces gens-là, donc, ne devraient pas être donc au point de départ. C'est ce qu'on appelle mettre l'accent sur les marginalisés dans l'esprit sain de l'inclusion. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que la coordination n'est pas seulement question d'une action, c'est pas un acte, c'est pas un luxe, mais une nécessité. Mais aussi, il faut que ça soit clair que donc un assainissement de qualité est un droit, c'est pas un privilège, parce que si on le comprend ainsi, on peut penser à travailler sur les besoins des différentes personnes, surtout les populations marginalisées en zone urbaine. Donc, par rapport au quatrième point ici, donc, il s'agit donc d'une force, d'une main-d'œuvre
qualifiés. Donc, on pensait à mettre en place, développer, renforcer les capacités dans les différentes zones. Il faut former les professionnels. Donc, à chaque niveau de la chaîne de service et aussi les travailleurs du secteur de l'assainissement. Parce que les travailleurs du secteur de l'assainissement ne sont pas invisibles. Ils sont essentiels et importants. Et pour renforcer les capacités de ces personnes, c'est important. Pour ce qui est des leçons, des points à retenir, donc, vous avez vu un peu les présentations qui ont été faites, qui sont vraiment très intéressantes sur Donc là, ce sont les 4 points que je voulais partager avec vous et espérer que vous serez tous d'accord avec moi et que vous aurez la possibilité, le temps, tous, donc, lors de vos agences, dans les différents, pour partager vos idées et aussi penser à cela. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, chers collègues, comme vous le savez, il y a un certain nombre de webinaires qui ont déjà été organisés, qui ont été tenus. Donc aujourd'hui, on a donc le cinquième qui porte sur la fourniture, la prestation de services en milieu urbain. Maintenant, on a le renforcement de capacités de ressources humaines et cela par rapport à un assainissement géré en tourisme. Donc, on est en train de voir à quelle date c'est la date à laquelle est prévue. On espère qu'on vous aura tous comme champion pour gérer cet agenda de l'assainissement géré en toute sécurité. C'est ce que je voulais dire au nom de Francis et donc au nom de l'UNICEF, du bureau régional de l'UNICEF au niveau de Katmandou. Merci beaucoup et la parole est à vous, Laura. Merci beaucoup, Sandra. Et ceci étant, on va clôturer cette session. Je pense que donc on n'a pas eu le temps pour beaucoup de discussions, mais il y a eu beaucoup de commentaires. Et merci beaucoup donc pour le temps supplémentaire que vous avez pris. Ceci étant, on va clôturer le webinaire. Merci beaucoup à tous.